Alors, au nom de l'espace de réflexion éthique Occitanie, Jacques Bringer et moi-même sommes heureux de vous accueillir pour cette nouvelle journée de réunion des structures éthiques régionales d'Occitanie. Depuis quelques années, effectivement, c'est un moment important de la vie autour de la réflexion éthique en Occitanie, et c'est un moment de rencontre que nous souhaitons continuer de privilégier. Alors, je vous souhaite la bienvenue, mais je souhaite également la bienvenue aux personnes qui ne sont pas venues à Toulouse, mais qui sont à Montpellier en streaming. Je crois qu'il était important, effectivement, de pouvoir essayer de permettre à l'ensemble de la région et des personnes qui sont impliquées dans le contexte de pouvoir participer à cette journée. Et vous savez que de l'Est à l'Ouest ou de l'Ouest à l'Est, c'est parfois un petit peu compliqué. Donc, je leur demanderai également aux personnes qui sont à Montpellier de bien vouloir excuser s'il y a encore un peu d'improvisation de notre part. Et si tout n'est pas parfait aujourd'hui, mais nous essaierons de nous améliorer et de faire qu'effectivement, cette réunion régionale soit une réunion vraiment de l'ensemble de l'Occitanie. Alors, je voudrais également remercier toutes les personnes qui nous ont permis d'organiser cette journée, les équipes opérationnelles de Toulouse et de Montpellier, et en particulier, je citerai à Toulouse Anne-Sophie Thomas, qui est notre assistante de direction, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, et je remercierai également, tout particulièrement, à Montpellier également, Pierre-François Périgot, qui a permis effectivement que cette possibilité de streaming et donc de diffusion puisse avoir lieu. Nous avons aujourd'hui retenu le thème de comment et par qui serons-nous soignés demain. Alors, j'aimerais vous faire un petit historique, justement, de la raison pour laquelle ce thème a été choisi. Les espaces de réflexion éthique travaillent en étroite collaboration avec le Comité consultatif national d'éthique et la dernière loi de révision des bioéthiques a précisé que chaque année, le Comité consultatif national d'éthique et la Conférence nationale des espaces de réflexion éthique choisissaient en commun une thématique qui pourrait être développée dans des ateliers citoyens, dans des réunions dans les régions comme ce que nous faisons aujourd'hui. Et donc, le choix du thème fait référence à l'avis 140 du Comité consultatif national d'éthique, je vous rappelle, qui est cet avis important qui, à la suite de l'expérience de la Covid, a proposé de repenser le système de soins sur un fondement éthique. Dans cet avis, il y a une alerte du Comité consultatif national d'éthique avec 2 points essentiels. Premièrement, il demande un accès égal pour tous au système de soins. Et deuxièmement, il demande qu'il y ait un respect inconditionnel des personnes soignées et des personnes qui soignent. Et les recommandations, 3 directions sont préconisées. 1, assurer à tous les conditions de vivre en bonne santé, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la prévention des maladies et puis des soins de qualité. Le deuxième point, c'est redonner du sens et de la valeur au métier du soin et du champ de la santé. Une sorte d'équilibre entre le cure et le care. Et enfin, une meilleure écoute des différents acteurs avec une dynamique de ce dont nous avons parlé au colloque national, en particulier la démocratie en santé. Alors, le contexte du choix de ce thème, c'est un contexte que vous connaissez bien tous, c'est celui de la transformation des métiers, celui de la tension qui est exercée sur le monde sanitaire et médico-social et sur les soignants en général, avec cette forte tension sur les ressources humaines, et puis sur un sujet qu'il ne faut pas mettre de côté, qui est celui de la financiarisation de la santé, qui a certainement un rôle important aussi dans la situation. C'est donc autour de ce thème que nous avons finalement
CNERR et Comité consultatif national décidé d'éveiller un petit peu les esprits sur ce sujet. Et donc la sollicitation des acteurs, comme nous le faisons auparavant, dans des sous-thèmes que nous vous avons envoyés à certains d'entre vous qui nous ont répondu, qui nous ont dit on préférerait qu'il y ait telle ou telle discussion, et en particulier l'environnement de l'intelligence artificielle sur lequel nous mettons aussi un petit peu l'accent aujourd'hui. Donc nous avons retenu ce programme dans lequel il y a aujourd'hui, ce matin, 3 conférences. Une première conférence qui sera faite par Flora Bastiani, dont je vais parler dans quelques instants. Puis une deuxième conférence dont Jean-Jacques Morfois et une troisième conférence Claude Kirchner, dont je remercie la présence et la disponibilité ici. Et cet après-midi, nous aurons 2 tables rondes qui seront animées par la journaliste Sophie Voinis, avec d'une part la première table ronde soignée en temps d'intelligence artificielle, donc, et la deuxième table ronde par qui serons-nous soignés demain en Occitanie. Voilà. Donc je vais dès maintenant demander à Flora Bastiani de proposer sa conférence. Alors je vous rappelle, je voudrais dire ici que je suis très heureux que Flora ait accepté d'inaugurer cette journée. Elle est maître de conférence HDR au département de philosophie de l'Université Toulouse Jean Jaurès. Elle est chercheure en philosophie de l'éthique de la santé. Et dans son livre qu'elle vient juste de publier, qui s'appelle « Philosophie du soin critique », penser la relation en réanimation, en soins intensifs et dans le prélèvement d'organes, c'est une philosophe qui s'est immergée dans le monde du soin et qui, comme certains grands auteurs philosophiques, a décidé de ne pas uniquement parler de dehors des concepts, mais aussi de s'intégrer un petit peu au sein et de s'immerger dans l'environnement du soin. Et donc, je pense qu'elle va peut-être parler de l'introduction de son livre, que signifie soigner, et je voudrais qu'elle nous explique ce que c'est qu'une micro-philosophie de l'acte de soin. Voilà. Merci Flora. Merci beaucoup Michel. On commence avec une question. Je ne vais pas tout de suite y répondre. Hein. Peut-être que ce sera dans la partie questions tout à l'heure. C'est bon, c'est bon? Tout va bien? Oui. Hop. Oui. Je me souviens, pardon. Hop. Je dois l'orienter ou... Ouais. C'est bon, ça marche, super. Il fallait juste appuyer un peu plus fort, c'est bon. Alors, moi aussi, comme je commence la matinée, je tiens à remercier l'espace de réflexion éthique pour m'avoir convié à réfléchir avec vous. Comme Michel Clanet l'a indiqué, je suis philosophe, mais je vais essayer de ne pas être trop ennuyeuse. Donc, je compte sur vous pour me stopper si jamais vous voyez que c'est trop pénible. Donc, je ne suis pas clinicienne, mais vous allez le voir, j'ai travaillé avec principalement avec des infirmiers, des infirmières, pour comprendre en quoi consiste leur métier. Se poser cette question, que signifie soigner ? D'après moi, ça ouvre 2 perspectives qui sont très différentes. Je vais commencer par parler de la première de ces 2 perspectives, celle qui est la plus visible dans la littérature en santé, celle qui consiste à dresser une description théorique de ce que soigner doit signifier. C'est-à-dire qu'il s'agit, avec ces descriptions, de décrire un idéal du soin. En faisant cette description, on peut dire quelles valeurs et quelles attitudes devrait avoir un soignant. On peut par exemple parler de vocation ou d'humanité. Mais je crois qu'il faut dire là, tout de suite, que le soignant idéal n'existe pas. Tout professionnel sait, n'étant pas professionnel de santé, j'ai quand même interrogé les autres pour le savoir, mais il m'a semblé, et vous me corrigerez, que tout professionnel sait que
il ne ressent pas chaque jour cette vocation, que cette volonté d'aider, cette capacité d'écoute pour laquelle il devrait se rendre disponible, il ne l'a pas toujours. Pourquoi je dis ça? Parce que le soin, dans le quotidien, ne peut pas se confondre avec l'idéal du soin. Les soignants sont formés à la technique du soin. Ils pratiquent à partir d'un ensemble de connaissances acquises qu'ils partagent. Doit-on, en plus de ce qu'ils ont à accomplir sur le plan technique, leur dire qui ils ont à être? Peut-on exiger des soignants qu'ils soient des professionnels de la bienveillance? Cette première approche, celle qui décrit l'idéal du soin, est faite de descriptions qui sont à la fois normatives et prescriptives. Elles disent ce qu'il faut faire, elles disent ce qu'il faut ressentir et l'objectif qu'il faudrait atteindre pour être un bon soignant. Donc elles visent à décrire l'horizon dans lequel tous les soignants devraient s'inscrire pour donner à leurs soins de la valeur. Mais quel est l'intérêt de se fixer un idéal du soin si on sait que cet idéal ne peut pas être atteint par le quotidien, c'est-à-dire par l'expérience quotidienne du soignant? Alors on peut dire qu'il s'agit de chercher à donner une vision unifiée d'une profession très variée, dont les acteurs endossent leur rôle en fonction de leurs histoires, en fonction de leurs aspirations personnelles. Mais au-delà de cette recherche d'unification, peut-être aussi que ce qu'on peut entendre dans ce type de réponse, c'est qu'il y a la recherche d'un sens commun de l'expérience du soin. Autrement dit, pour soigner, on a besoin de ressentir le sens de ce qu'on fait. Bon, pas que pour soigner, hein. Mais je vais y revenir, c'est quand même particulier le soin. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de me demander comment je fais, comment je dois faire, mais aussi pourquoi je le fais. Et donc je reviens au fait que pour tout faire, on a besoin d'un sens. Mais dans le soin, il y a quelque chose de particulier sur lequel il faut quand même aussi être réaliste. C'est que soigner, c'est dur. Soigner, c'est dur d'abord parce que la médecine, ce n'est pas une science qui produit toujours l'effet escompté. C'est la raison pour laquelle on dit d'ailleurs de la médecine que ce n'est pas tout à fait une science, mais c'est aussi un art. Un art de la technique et en même temps un art de l'usage de la science au service d'une situation particulière. Il y a une part d'imprévisible dans le soin qui peut mettre en difficulté dans son quotidien, qui oblige à douter et qui oblige à toujours ajuster son approche et à la mettre en question. Donc soigner consiste à appliquer des connaissances scientifiques à une situation singulière, à adapter ces connaissances pour un usage raisonné, pour faire du sur-mesure, mais c'est aussi parfois ne pas avoir de réponse. Ne pas pouvoir guérir, ne pas pouvoir soulager la douleur, ne pas trouver dans la science la réponse au problème qui est posé par la situation. Parce qu'on est toujours face à des situations complexes, particulières, parfois il n'y a pas de réponse. Une même molécule qui habituellement a un effet suffisant, sur cette personne ne fonctionne pas, ou pas suffisamment. Un même traitement qui d'habitude fonctionne, dans ce cas ne permet pas d'atténuer suffisamment la douleur. Ou même, dans certains cas, je sais que j'ai un bon relationnel avec les patients, et pourtant je tombe sur un patient avec qui ça ne marche pas, qui exprime seulement son désespoir, sa résignation, son incapacité à se trouver dans son existence. Adapter le soin,
adapter les connaissances et les techniques à la situation. Ça ne suffit pas à garantir un soin qui atteigne sa recherche d'efficience, à la fois en termes de résultats et en termes de qualité de relation. Au-delà de la difficulté à manier cet art du soin, il s'agit aussi de se confronter à la manière d'être malade des patients, puisque chaque patient a sa manière particulière d'être malade. Et se confronter à ça et à leur manière de souffrir. Et aussi, évidemment, à la manière de souffrir ou de se trouver dans cette situation des proches de ces patients. Donc c'est se confronter à des situations de détresse, à des événements traumatisants, et c'est aussi se sentir dépassé par ce qu'il y a à faire, et parfois par l'absence de réponse. Donc la description de l'idéal du soin pourrait être portée par cela. Pour exercer une profession aussi difficile, il est nécessaire d'y trouver du sens, pour sentir que ce soin, aussi imparfait soit-il, prend une direction dans laquelle le soignant se sent engagé, se reconnaît ou se sent en adéquation avec ce qu'il fait ou avec ce qu'il cherche à faire. Donc j'en viens ici à la deuxième réponse à cette question « Que signifie soigner ?» Il s'agit finalement de trouver un sens au geste du soin. C'est-à-dire pas pas le soin en général, mais l'acte de soigner, au moment même où cet acte est effectué. Pour aborder cette question, je vais partir de la parole d'un soignant que j'ai eu la chance de rencontrer et avec lequel j'ai fait un entretien. C'est un infirmier qui exerce depuis 14 ans au moment où on parle et qui à ce moment-là est aussi infirmier de réanimation depuis 10 ans. Donc, je refais l'épreuve du bouton et ça marche du premier coup. Donc voilà ce que dit cet infirmier. C'est la seule diapo, donc il n'y aura pas beaucoup de lecture. J'ai travaillé au service de réanimation oncologique et la femme était dans le lit. Elle était, donc c'est un entretien, je l'ai dit, donc il y a un côté très oral dans le verbatim, ce qui est normal. La femme était dans le lit, elle était gravement malade et son mari venait tous les jours. Et elle avait très mal quand on la tournait sur le côté pour lui masser le dos. J'ai dit à son mari, non, sortez pas, au contraire, vous allez m'aider. Et c'est son mari qui l'a tournée. Et son mari l'a prise dans ses bras, presque dans le lit. Ça lui était jamais arrivé depuis des semaines. Ils étaient tous les deux, c'est la première fois qu'on se prend dans les bras comme ça. Et il était à sa hauteur. Il n'y a pas de mots, c'est le soin et point. Pour cet infirmier, cette situation est représentative de ce qu'il appelle, dans un autre moment de l'entretien, il utilise le mot « réhumaniser les soins ». Donc, c'est représentatif pour lui, ce moment-là, de ce qu'il appelle « réhumaniser les soins ». Et dans cette situation, son rôle apparaît comme celui d'un passeur. Certains actes, on peut même parler de la toilette par exemple, confrontent à l'état altéré du corps du patient, à des éléments invasifs de la suppléance technique aussi. Tous ces dispositifs qui permettent de garder cette personne en vie, en même temps, ils séparent la patiente de qui elle est, de comment elle se voit habituellement. Cette patiente devient en quelque sorte étrangère à elle-même, méconnaissable à ses propres yeux. Et aussi, tous ces dispositifs, cette manière de prendre soin d'elle, la sépare aussi de ses proches. C'est-à-dire les proches qui voient la patiente, l'épouse en l'occurrence, dans son lit d'hôpital, avec des machines, avec des drains, etc., ils se sentent hyper éloignés d'elle. Ça fait une rupture. Donc voir son proche différent de ce qu'on a connu,
voir son corps abîmé par la maladie, le voir incapable aussi parfois de réaliser des actes simples qu'il aurait fait auparavant. Mais aussi voir tous ces outils techniques qui en même temps soignent et en même temps font mal et qui impressionnent. Ça peut faire craindre aux proches de faire du mal sans le vouloir, tout comme lorsqu'on prend un nouveau-né dans ses bras pour la première fois, on a peur de sa fragilité et de la gravité de cette fragilité. Ici, le mari n'ose plus s'approcher de sa femme, il n'ose plus intervenir et la toucher, en raison des dispositifs techniques, mais aussi en raison de la douleur qu'elle ressent. Mais il peut le faire en étant guidé par l'infirmier. Alors l'infirmier se place comme l'intermédiaire entre la dimension impersonnelle du soin, entre les dispositifs techniques du soin, entre guillemets déshumanisants, et le côté complètement personnel de cette relation entre la patiente et son mari, entre guillemets réhumanisant. Ce basculement ne se fait pas comme si c'était deux parties différentes du soin. D'un côté, on a les machines, de l'autre côté, par exemple, on a la discussion, être auprès de la personne, etc. C'est pas ça ici, vous voyez, parce que c'est dans le soin, c'est dans la technique, à l'intérieur même de la technique, c'est-à-dire dans la manipulation du corps de la patiente, qu'on retrouve cette idée de réhumaniser le soin. Donc l'infirmier introduit du personnel, pas à côté du soin, pas comme un aparté par rapport au soin, mais à l'endroit même du soin. Ce n'est pas autre chose que le soin. Ce n'est pas autre chose que ce que j'ai dit tout à l'heure, la technique mise au service de l'humain. L'infirmier ouvre des intervalles pour introduire du personnel dans le soin, de la dimension personnelle dans le soin, en permettant aux proches, ici au mari, d'intervenir sans risque ni pour lui ni pour la patiente. Donc le geste de soin technique n'est pas modifié. Pourtant, la demande d'aide qu'il adresse au mari permet de requalifier sa nature à lui. Il n'est plus seulement un spectateur, mais ça devient un accompagnant à ce moment-là. Et surtout, de notre côté, de requalifier la malade, la patiente. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la patiente n'est plus juste une malade dont le corps souffrant est manipulé par un infirmier qu'elle ne connaît pas. Mais la patiente est une femme que son mari vient aider dans un moment difficile. C'est ce qui transforme dans ce cas un geste technique douloureux en un moment de retrouvailles. Et c'est ce qui introduit le lien à l'endroit même du soin, un soin qui semblerait séparé. Le soin peut apparaître comme quelque chose qui sépare lorsqu'il est un envahissement de l'intimité. Mais il se retourne ici, vous voyez dans cet extrait, comme une proximité dès lors que la dimension personnelle s'y recompose en y trouvant une place. Pour cet infirmier-là, cet infirmier de réanimation, l'enjeu est que cette rupture qui est provoquée par la maladie et aussi par le soin lui-même, elle se résorbe dans les conditions, sans que les conditions du soin ne deviennent un obstacle, une confrontation insupportable et traumatisante pour le proche, ici le mari. Parce que se confronter, comme je disais tout à l'heure, au corps de son proche à ce moment-là, c'est quelque chose de difficile. Et puis à travers cette confrontation à ce corps transformé, altéré, il y a la confrontation à la gravité de la maladie et puis l'horizon de la mort derrière, évidemment. Donc faire ça, faire entrer le proche dans le soin, c'est un moment délicat, difficile aussi. Donc cet enjeu de l'infirmier, finalement, c'est celui de la dignité de cette patiente. Ici, la dignité, elle s'exprime comment ? Elle existe. Elle est quelqu'un.
et elle ne peut être reconnue comme quelqu'un que parce que son existence fait écho chez les autres à une intimité, à une existence à l'intimité d'une relation qui est autrement que malade, c'est-à-dire une autre vie que celle qu'elle est en train de vivre, quelque chose d'autre, au-delà de ce moment. Alors, je vais dire quelque chose, vous m'excuserez d'avance, je vais citer un philosophe, c'est le seul. On trouve chez Kant, bon, c'est pas un philosophe obscur, hein. Mais là, comme j'ai parlé de dignité, je suis obligée de mentionner Kant. On trouve chez Kant l'idée que cette dignité-là, elle importe au plus haut point, parce que la dignité de tout être humain donne son sens à l'humanité entière. D'après lui, on est tous solidaires dans une même condition humaine, et si on ne respecte pas la dignité d'un, c'est comme si on ne respectait pas la dignité de tous. Et dans le cas du soin de cet infirmier, on comprend bien que ce qu'il appelle réhumaniser le soin consiste à donner à cette dame un statut, une situation dans le monde qui est plus que celle d'être l'objet des soins. Une situation dans laquelle elle existe en tant qu'elle-même. Être malade, c'est une infime partie de ce qui donne du sens à l'existence d'une personne. La maladie, elle prend beaucoup de place à ce moment-là dans la vie, mais pourtant, cette maladie, c'est une infime partie de l'existence. Elle ne peut pas refléter toute l'importance et toute la gravité de la présence de cette personne dans le monde. Elle ne peut pas dire à quel point il est important de soigner cette personne. Parce que pourquoi il est important de la soigner? Pas seulement pour faire un usage de la technique, vous voyez. Cette patiente n'est pas importante parce qu'elle est malade. Elle est importante parce que son existence est au centre d'une constellation de relations dans lesquelles sa présence change tout. Dans ce contexte, j'introduis une notion de philo, je vous le dis, plus que la dignité, qui est l'altérité. Mais je ne vais pas parler de philosophe, si vous voulez savoir, on en parlera plus tard. Donc dans ce contexte, la notion d'altérité dans les soins, elle est cruciale, elle m'apparaît comme cruciale. Et en même temps, c'est elle qui risque le plus d'être oubliée. Donc pour en dire quelques mots de cette altérité, lorsqu'on se situe du point de vue du soignant, penser à l'altérité, c'est pas seulement penser au fait que cette dame, elle a un point de vue de malade qui n'est pas le mien. Ou alors, c'est pas penser à son altérité, c'est pas seulement se dire que lorsqu'elle est soignée, elle souffre, ou lorsqu'elle est malade, elle souffre. Elle vit autre chose que moi. C'est pas seulement ça dont je parle. Penser l'altérité ici, c'est comprendre que lorsque je soigne cette dame, ce que je vois d'elle, ce n'est pas elle. Ce n'est pas qui elle est. Son existence, elle est faite d'autre chose que de sa condition de malade, d'autre chose que de sa pathologie et d'autre chose que de sa douleur. Considérer l'altérité, c'est penser que son existence n'est absolument pas ce que je crois qu'elle est. Puisque c'est une croyance. Quand je crois connaître la patiente, en fait, je me trompe. Donc son existence n'est pas ce que je perçois et n'est même pas ce que j'imagine. Ce qu'elle vit au moment des soins prend place dans une longue histoire de vie, dans un faisceau de relations complexes qui l'amène à ce moment de sa vie. Sa perception, sa manière de voir l'avenir ou de voir le passé, sa manière de voir son corps et de l'inscrire dans un changement, sa perspective sur ce que signifie la famille, sa vie de femme, sa vie de mère, d'épouse, de sœur, de fille. Tout ceci ne peut pas se comprendre comme une somme d'informations qu'on pourrait recueillir si on enquêtait sur sa vie, par exemple. L'existence de cette dame n'est pas accessible.
nous n'aurons jamais qu'une version, qu'un point de vue extérieur qui ne correspondra jamais au sien. Tout ceci pour dire que l'altérité, j'avais oublié, je cite quand même un autre philosophe, excusez-moi. L'altérité, c'est comme le dit, mais contrairement à ce que certains peuvent penser ici, je ne vais pas citer Lévinas, je vais citer Jankélévitch. L'altérité, comme le dit Jankélévitch, c'est ce qui suscite ce je ne sais quoi, qui fait qu'une personne est unique, qui fait qu'elle n'est pas du tout la même que les autres. Je ne sais pas ce que c'est, ce je ne sais quoi, je ne le découvre jamais. Et pourtant, c'est ce qui nous rend tous singuliers, différents. Alors, je reviens quand même à la conclusion. Il n'y a pas de mots, c'est le soin, et point. Si cet infirmier conclut sa phrase sur cette idée, ça c'est le soin. C'est parce que lui, il trouve dans ce moment ce que signifie soigner pour lui. Et finalement, le fond de cette description est porté par le rôle qu'il prend auprès de ces personnes, auprès de cette patiente qui souffre et auprès de ce mari qui ne sait plus comment être auprès de sa femme. Dans son propos, cet infirmier, il exprime ce que signifie soigner pour lui. Soigner pour lui, je reviens sur cette idée, c'est introduire du personnel là où il n'y a que l'impersonnel. Accompagner une famille à se réunir malgré le soin, au-delà de la pathologie et au-delà de ce qu'impose le soin. La pathologie, la transformation du corps, mais aussi la souffrance ressentie, je reviens sur la manière de vivre la souffrance, ça modifie complètement l'expérience de cette personne. Et pourtant, l'infirmier trouve pour elle le moyen de la faire renouer un instant avec qui elle est. Le moyen de se retrouver elle-même grâce à la relation avec un de ses proches. Son mari ne devient pas pour autant celui qui va remplacer l'infirmier. Il n'est pas là pour la technique, ce n'est pas un soignant au sens professionnel du terme. Il est là pour témoigner d'autre chose, d'une autre étendue de l'existence de cette patiente. Une étendue qui échappe complètement aux soins. Donc cette réhumanisation, j'emploie toujours le terme que cet infirmier a employé, consiste à reconnaître dans l'autre son humanité. Ce n'est pas seulement prendre en compte, donc je reviens aussi sur ça, ce qu'on peut imaginer de son vécu ou imaginer de sa douleur, mais c'est prendre conscience du fait que son intimité, ses idées, sa vie vont bien au-delà de ce que je pourrais jamais savoir. Donc respecter l'altérité de l'autre, c'est le voir tel qu'il se montre, et en même temps savoir que ce qu'il montre ne résume pas sa présence, ne résume pas qui il est. Donc le soin pour cet infirmier, la technique soignante pour cet infirmier n'a pas de valeur par elle-même, mais elle a de la valeur parce qu'elle permet à la patiente de retrouver une dimension personnelle dans son existence en dehors du soin. C'est comme si tout d'un coup, il y avait une ouverture qui se créait, mais à l'intérieur même du soin. Comme si le soin et la maladie prenaient finalement une place parmi d'autres versions de son existence pendant un instant. Le geste de soin, qui donc consiste à retourner la patiente pour lui masser le dos, il n'est pas porteur en soi d'une valeur particulière, jusqu'à ce qu'il soit transformé en une occasion de proximité pour ce couple, qui se surprend lui-même à se retrouver comme couple dans cette situation. Et il surprend aussi à se tenir ensemble devant cette épreuve, c'est-à-dire toute cette solidarité qui avait été limitée, éteinte un petit peu par la situation de soins. Finalement, il semble que nous n'ayons pas, je reviens sur la question générale, que signifie soigner. Peut-être que nous n'avons pas à nous demander ce qu'est le soin, c'est-à-dire que signifie soigner, ça ne demande pas
C'est quoi le soin en général? Mais plutôt, en quoi consiste soigner? Donc, en quoi consiste soigner? Ça veut dire qu'il faut examiner ce qui s'exprime chez les soignants dans l'expérience du soin. Donc, pour répondre à cette question, que signifie soigner? En rester à une idée théorique de ce que devrait être le soin ne paraît vraiment pas suffisant. Parce qu'on pourrait formuler cette question autrement. Je l'ai dit tout à l'heure, comme la question du sens. Pourquoi je soigne? Que suis-je en train de faire lorsque je soigne? Et là, ce n'est plus une question théorique, mais c'est une question qui repose sur le vécu de chaque soignant. Sur ce qui, dans son expérience, exprime la réponse à ce pourquoi, comme le fait cet infirmier-là. En s'intéressant à ce qui a lieu dans l'acte de soin lui-même, dans l'expérience du soignant et dans sa propre pratique, là, on peut découvrir un sens du soin. On peut découvrir ce que signifie soigner pour ce soignant. Vous avez remarqué l'allitération? Ce que signifie soigner pour ce soignant. Donc, à travers les entretiens que j'ai menés, notamment pour rédiger mon ouvrage, c'est l'objet de mes analyses, comprendre quelle est la position de ce soignant, comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire au moment même où il soigne. Parce que la valeur du soin ne vient pas des connaissances ou des compétences techniques du soignant, même si ces connaissances et ces compétences sont absolument indispensables. Mais ce n'est pas à cet endroit-là que s'ouvre la valeur, mais plutôt de comment ce soignant les utilise, qu'est-ce qu'il y met lui-même. Pour le dire autrement, je pense que c'est le soignant qui crée le sens du soin. Le soignant, donc, il tient ensemble des connaissances médicales et techniques, et de notre côté un quotidien où il doit adapter ses connaissances à des situations particulières. L'écart entre ces deux éléments, les savoirs d'un côté, toutes ces connaissances, et de notre côté le quotidien et l'adaptation de ces connaissances et de ces savoirs. Cet écart, il renvoie, on pourrait dire, à toute la difficulté, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, toute la difficulté de ce que c'est que soigner, de faire l'acte de soigner, et en même temps, toute la possible inventivité qu'il y a dans l'acte de soin. C'est-à-dire que chaque soignant est l'interprète d'une partition, on pourrait dire. Une partition qui est commune, à laquelle il apporte son propre style, sa propre touche, qui fait de son geste de soin un geste unique. Un geste qui correspond à son propre langage, à sa propre manière d'être. Par exemple, dans le chant, prendre un exemple tout autre, on peut dire, tiens, on va entendre telle pièce, il y a une seule partition qu'on connaît, par exemple, et on va entendre cette pièce interprétée par des basses, par des contraltos, par des altos, que sais-je. Eh bien, ça ne suffit pas à savoir ce qu'on va entendre. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule partition, mais ce qui distingue la performance de chaque chanteur, c'est l'interprétation. Et précisément le soignant est l'interprète du soin. Chaque soignant peut livrer sa version de ce que signifie soigner. Parce qu'il construit ce sens au moment même, à mesure qu'il effectue son geste de soin. Donc pour le soignant, finalement, pour moi, dans mon analyse plutôt, soigner, ça signifie toujours soigner à sa façon. L'idée du soin est issue du geste de soin par la main du soignant. L'acte de soin constitue la seule voie qui donne corps au soin en tant que concept. La seule manière de faire exister l'idée du soin, le concept du soin, de le faire apparaître. Chercher le sens du soin dans le geste de soin
dans l'expérience des soignants, c'est dire que pour découvrir ce que signifie soigner, il faut se mettre à l'écoute des soignants. En travaillant avec des personnes qui expérimentent, des patients, qui expérimentent la perte d'elles-mêmes, la perte de leur quotidien, la perte d'un lieu qu'on s'approprie, la perte du temps aussi, comme c'est le cas notamment dans les services de soins critiques, mais dans d'autres services aussi. En travaillant avec ces personnes, les soignants développent un sens du soigné qui s'étend à cette strate de l'intimité, comme un fond humain dans la technique, à l'endroit même de la technique, j'insiste. Parce qu'on a l'habitude de séparer et de dire d'un côté la technique, d'un autre côté il y a la relation. Mais non, c'est à l'endroit même de la technique. Cette proximité, elle ne peut pas en rester à une mitoyenneté. Je suis à côté de la personne qui est en train de souffrir, je la vois, j'applique les traitements, etc. Le soin de l'autre se donne à la fois comme le soin de la vie de l'autre, le soin de ses organes, le soin de son corps, et comme le soin de son existence. C'est ça l'idée que j'essayais de transmettre. Et le soignant s'y retrouve lui-même. C'est aussi ça qui me semble important. C'est-à-dire que là, dans ce discours, cet infirmier, lorsqu'il m'explique ce qu'il fait, parce que ma seule question dans les entretiens, c'est est-ce que vous pouvez me raconter ce que c'est votre travail quotidien? Qu'est-ce que vous faites? Et donc, s'il me parle de ça, c'est parce que lui-même se sent représenté dans cette situation. C'est-à-dire qu'il s'y retrouve. Comme si la relation avec la patiente et avec le proche de cette patiente, comme si cette relation-là et cette manière de soigner le reconduisait à lui-même. En tant que soignant, il se retrouve et il découvre qu'est-ce que c'est que soigner en se racontant à l'intérieur de ce soin. Donc il se reconnaît à travers cette situation et à travers l'ensemble qu'il forme, à travers cette relation qu'il forme avec la personne soignée. Dans ce cas du soin, l'infirmier trouve le sens de son geste au moment où les occasions qu'il a créées prennent un sens humain, au moment où il assiste aux retrouvailles dont il a lui-même créé les conditions. Donc finalement, pour répondre à la question « Que signifie soigner ?», au-delà de l'expérience de ce soignant en réanimation, on peut dire qu'il s'agit de se sentir exister dans son soin. Sentir que le soin, ce n'est pas un élément extérieur, quelque chose qu'on me donne et que j'applique, mais que ce soin, on s'en empare pour en livrer sa propre version et sa propre interprétation. Je vous remercie de votre attention. Merci Flora de cette magnifique conférence inaugurale. Votre collègue Jean-Philippe Pierron parle de la poésie du soin. Oui, voilà. Et je pense que c'est effectivement un petit peu ce que vous avez dit aussi. Mais pourquoi la microphilosophie alors là, on revient à une question tout à fait Ça me paraît être une macro-philosophie, non finalement. Non. Alors pourquoi une microphilosophie? Parce que vous avez vu, d'ailleurs, vous ne le voyez plus, mais vous avez vu avec le verbatim, que ce qui m'intéresse vraiment dans la réflexion, c'est de découvrir ce qui se passe dans les petits moments. C'est-à-dire vraiment dans le quotidien, dans ces moments qui ne sont pas toujours pensés, qui ne sont pas toujours réfléchis, qu'on fait machinalement. Et donc je parle de micro-philosophie parce que justement c'est une philosophie du banal, on va dire. Une philosophie de ce à quoi habituellement on ne pense pas du tout, quoi. Et micro parce que ça a un sens sur le moment, mais c'est un sens éphémère, c'est-à-dire que vous voyez que cette analyse, par exemple, du geste de soin d'un infirmier de réanimation, mais tout le monde, on peut s'y reconnaître,
mais ça ne va pas former un système théorique comme les aiment les philosophes. C'est pour ça que je dis micro-philosophie, parce que c'est une petite version de ce qu'est la philosophie, une version dont on peut faire usage, pas une version qu'on est obligé d'appliquer théoriquement. Bon, c'était la distinction aussi que je voulais faire avec la théorie tout à l'heure. C'est la philosophie modeste, vous voulez dire? Oui, ça, voilà, bon, la voilà. philosophie modeste. Alors, la philosophie du détail. Alors, on a un petit peu de temps pour une ou deux questions, s'il y en a. Alors, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude qu'il n'y ait pas de questions après quand je... Ah, il y en a une, il y en a deux. Super. Ou une réaction, d'ailleurs, ça peut être. Alors, d'abord, je voudrais vous féliciter pour un exposé très brillant et très humain. Et je voudrais que vous vous confrontiez à 2 ou 3 idées que je vous soumets. D'abord, celle de la temporalité, parce que beaucoup d'équipes de soins disent souvent qu'ils n'ont pas le temps pour faire ce qu'ils souhaiteraient faire. Ça, c'est la première confrontation. La deuxième, c'est le compagnonnage. Je crois que vous avez mis beaucoup l'accent dans votre exposé sur une approche que j'ai sentie individuelle et remarquable, mais quand même, beaucoup dans le soin, il y a une dimension d'équipe avec des aides-soignants, avec plein de personnes. Et cette dimension de compagnonnage, peut-être qu'il faut aussi la valoriser. Elle ne l'est pas du tout actuellement. Ouais. Et le dernier point, c'est la question, je dirais, de l'épopée. Lorsque Florence Nightingale passe la nuit avec une lampe, c'est un élément de l'épopée. Lorsque Geneviève de Galard, l'ange de Dien Bien Phu, vient soigner les gens, et cette dimension de l'épopée, peut-être que les soignants actuels l'ont un peu perdue par rapport à des images auxquelles ils pourraient forger un idéal. Merci beaucoup. Je vais essayer de revenir en arrière. À la première, c'était, vous me redonnez le mot-clé ? La temporalité. Merci beaucoup. Parce que comme j'étais attentive à chaque moment, j'ai perdu le fil. Donc la temporalité, effectivement, c'est toujours... C'est curieux parce que c'est beaucoup une question qui revient dans les discussions générales, mais dans la discussion individuelle comme ça, là, avec cet infirmier de Réa, pas tellement. Alors, c'est vrai que dans les soins critiques, c'est aussi une des situations particulières de soins, où on a plus de temps, un peu comme dans les soins palliatifs, on a moins de personnes et on a plus de temps. Mais je ne m'y suis pas confrontée à la question de la temporalité de cette manière-là, qui est « je manque de temps », ce qui est quelque chose qui revient beaucoup dans le discours, effectivement. Et qui pourrait se prêter à une étude précise de pourquoi on manque du temps. Et en même temps, c'est aussi pour ça que j'ai insisté sur le fait que dans l'exemple que je donnais, et dans beaucoup d'exemples que je donne dans mon travail, il n'y a pas de séparation entre le moment du soin technique et le moment où ça existe. Comme il n'y a pas de séparation, finalement, on peut se dire, le temps, j'en manque, pourquoi ? Puisque le soin technique, à un moment ou à un autre, je vais le faire. Peut-être que le temps, c'est plutôt un temps en soi-même pour se retrouver au moment de ce geste, pour se retrouver là. C'est-à-dire pour pouvoir se penser à cet endroit-là où je fais le geste du soin. C'est peut-être pas un temps qui manque au moment du soin. C'est peut-être un temps qui manque dans l'espace de ma vie de soignant. Et ça me permet de parler du compagnonnage dont vous parlez, qui est donc, que je vois dans le travail d'équipe, tout simplement, déjà. Dans la question du sens du soin, il y a beaucoup cette question de si je me sens seule, je perds le sens de ce que je fais. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, j'ai choisi de mettre ça de côté parce que je n'allais pas parler de tout. Mais en effet, la question du sens, elle est immédiatement liée à comment ça se déroule dans mon équipe. Par exemple, j'ai pu observer, mais je suis une observatrice extérieure, vous le direz mieux que moi, que quand quelqu'un dans l'équipe fait une formation, genre je vais me spécialiser dans les plaies, je vais me spécialiser dans tel truc, ben, tout d'un coup, ça crée une dynamique d'équipe qui réouvre du sens. C'est-à-dire que souvent, il y a un lien comme ça de quelqu'un qui, à un moment, se dit « Tiens, je vais approfondir quelque chose ». Et pourtant, il le fait individuellement, mais ça rejaillit tout de suite sur l'équipe et ça crée une espèce de mouvement de
tiens, il y a du sens qui se crée. Alors, je ne saurais pas l'expliquer, mais je l'ai remarqué. Voilà, ça c'est... Et la dernière chose dont vous vouliez parler, c'était l'épopée, qui est inscription dans la grande histoire de ce que signifie soigner, justement. Alors, peut-être que c'est vrai que d'avoir des images comme ça aide à se projeter vers une forme de d'où je viens, quelque chose comme ça. D'où vient cette profession? Qu'est-ce que c'était le soin avant moi? Mais il y a un risque aussi. Il y a un risque qui est l'enfermement dans l'image. C'est-à-dire, et là je reviens un peu au début de mes propos, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça devienne l'idéal que si je n'atteins pas cet idéal, je suis un mauvais soignant. C'est-à-dire vraiment, c'est soit ça, soit rien. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça que je pense que donner de la valeur au quotidien, et pas, enfin évidemment les deux coexistent, on est bien d'accord, mais donner de la valeur au quotidien, raconter ce quotidien, trouver un endroit où le penser, c'est-à-dire comme ici en fait finalement, c'est ce qu'on est en train de faire. Ben, ça renvoie aussi du sens à l'intérieur de la pratique elle-même, à mon avis. Voilà. Donc, je vous remercie pour ces remarques très intéressantes. Je parle trop longtemps, je suis désolée. Bonjour, merci effectivement pour cet exposé qui était très clair. Et en fait, je travaille pour une fédération employeur du secteur sanitaire et médico-social. Et effectivement, je rencontre beaucoup de gens qui nous disent qu'ils ont une perte de sens, et notamment dans le soin. Et je pense que c'est effectivement complètement pour ça, parce que les équipes sont sous-staffées et qu'ils n'ont effectivement pas le temps et qu'ils ne trouvent plus le sens et le temps de mettre la manière dont ils aimeraient dans le soin. Et après, donc ça c'était juste une remarque, et la question que j'avais c'était combien de personnes vous aviez interrogées et si la manière dont ils envisageaient le soin vraiment était convergente ou pas complètement. Alors vous allez voir que c'est un tout petit échantillon, moi je ne fais pas du quantitatif, je fais du qualitatif. Donc j'ai interrogé 5 personnes, et dans le livre je ne parle que de 4. Parce que justement, il y avait des choses qui se recoupaient et qui permettaient l'analyse. Le 5e entretien, je l'analyserai à un moment donné, mais c'était un infirmier des urgences. Et je voulais vraiment me concentrer sur les soins critiques. Et effectivement, oui, il y a des choses qui se recoupent et qui ne sont pas forcément seulement liées au champ des soins critiques, je pense. C'est-à-dire que la raison pour laquelle j'ai choisi d'orienter sur les soins critiques, c'est que c'est exactement l'endroit où on s'attend à ce qu'il y ait le moins d'humain. C'est-à-dire que c'est l'endroit de la technique, hautement technique, c'est l'endroit des machines, c'est l'endroit où on gère les molécules, les pousse-seringues, nani, nana, et où on ne s'attend pas à ce qu'il se passe autre chose que ça. Parce que y a des soignants qui sont avec des patients qui sont endormis constamment, enfin qui sont dans un coma. Voilà. Et donc, j'ai fait ce choix exprès pour prendre le contre-pied de cette image. Enfin, je ne savais pas ce que j'allais découvrir avant de faire les entretiens, ça je dois vous l'avouer. Mais finalement, j'ai découvert l'inverse de cette image. C'est-à-dire que jusque-là, jusqu'à ce moment où la personne est dans une sédation, par exemple, quotidienne, il y a du soin qui est un soin du lien et qui est un soin de l'existence. Précisément. Parce qu'en fait, à chaque fois, la récurrence, y compris d'ailleurs, parce que le dernier entretien est consacré à la coordination du prélèvement, y compris là, le patient il est décédé. Il n'y a plus rien à faire. Mais il y a beaucoup de techniques aussi dans ce service. Et bien, y compris là, dans chaque cas, il y a, et comme dans celui que j'ai exposé, une forme de relation qui se crée dans laquelle le soignant essaye de faire exister ce patient qui n'a plus la force d'exister, qui n'est plus en capacité d'exister. Et c'est pas qu'il se substitue à lui, mais il l'accompagne dans l'existence. Voilà. Merci Flora pour cette magnifique conférence. Je suis désolé de jouer le maître des horloges, mais c'est obligatoire. Merci Flora encore.